Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah! Mesdames, messieurs, Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable MSMGF, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Alors, c'est un classique numéro 3 du Sim qui débute avec nul autre que David Jouan, qui est notre PDG international au Sim. Comment vas-tu, David? Bonjour Marc, ça va très bien et encore une fois, ravi de te retrouver pour cette 3e édition du Classique. Et c'est à ta demande, c'est encore ta suggestion qu'on approuve toujours. C'est sûr, quand c'est le boss qui fait une suggestion, tu es mal placé de dire non. Mais quelle bonne idée de revenir sur cette époque où Michel et moi, on a été catapultés dans vos écrans, dans les Europes, comme j'aimais le dire à l'époque. Oui, alors tout d'abord, quand j'avais commencé à participer, on va dire, au Sim, tu m'avais évoqué de faire un épisode sur ce passage de la pétition de Canal+. Bon, à ce moment-là, je me sentais pas forcément à l'aise de le faire devant, voilà, c'est pas mon domaine de m'exprimer sur que ce soit sur des podcasts ou autre. Mais là, tu as pris Puis, de l'assurance de plus en plus, là. et puis bah voilà, on y prend goût. Puis bon, là, tu m'avais proposé pour Guilloré, là, j'étais obligé d'accepter pour ce commentateur-là. Puis petit à petit, je me suis dit pour les classiques, bah, ça serait bien de présenter comment on l'a vécu côté français, votre arrivée, comment la WWF vous a savonné la planche. Alors, je ne sais pas si vous avez cette expression Non, non. vous aussi, mais nous en France, voilà, ils vous ont bien savonné la planche avant que vous arriviez. Et donc, vous êtes arrivé en terrain hostile. OK. Comment qu'on peut dire ça ici? Ils nous ont bâché avant qu'on arrive, peut-être, là. Voilà, mais c'était fait très subtilement, c'est-à-dire que c'était fait Ouais. sans nommer la WCW et dans le subconscient du fan moyen qui a regardé, la WCW, c'était pas pour nous. C'est... Le subconscient est souvent fort, mon cher David. Oui, oui, puis là, alors, je vais essayer de retracer alors, avec mes mots à moi, avec mon expérience à moi de cette époque-là, comment moi je l'ai vécu et comment certains fans l'ont vécu par les retours que j'ai eus par la suite. Donc, je te propose de commencer directement dans le vif du sujet et de commencer juste. Je vais faire un gros retour en arrière, mais pour réexpliquer ce que j'ai déjà peut-être expliqué par le passé. Mais donc, il y a eu du catch français diffusé sur nos antennes. Il y a eu la AWA qui a été diffusée sur la première chaîne dans les années 70, fin 80. Et on a en 1984 la création de la chaîne Canal+, qui est une chaîne privée, cryptée, sur laquelle il faut payer pour pouvoir avoir accès à cette chaîne. Et elle va se spécialiser dans le cinéma, mais aussi dans tout ce qui est les sports américains, la NFL, la NBA et la WWF, qui arrive un an après sur les ondes, avec Guillaume et Édouard Carpentier aux commentaires, fin décembre 85, les débuts de la WF sur Canal+. À l'époque, on a l'émission, mais on a aussi des événements qui sont diffusés. On n'est pas obligé de payer en plus pour les voir. Typiquement, WrestleMania 1 a été diffusé sur Canal+, sous le nom de La Folie du Catch. Vous connaissez nos talents pour parler anglais, donc on a traduit ça comme il faut.
WrestleMania 2 a été diffusé aussi. Alors, WrestleMania 2 a été diffusé en trois parties. Canal+, à l'époque, a diffusé WrestleMania New York, WrestleMania Chicago et WrestleMania Los Angeles, comme si c'était des shows indépendants. On a eu une version de 3 heures aussi de WrestleMania 3, qui est légèrement différente de celle qui est sortie en Coliseum chez vous. Tout ça pour dire que Canal+ met les moyens, on va dire, sur l'émission et diffuse également les événements, parce que je crois qu'au Québec, avant 92, ce n'était pas forcément le cas. Vous n'aviez pas forcément les événements en français à la télévision. Non, je pense pas, non. Donc on avait les Saturday Night Main Event qu'on appelait la bataille des Titans, où on pouvait te retrouver, faire les entrevues à la place de Minjin. C'était diffusé certains samedis sur Canal+. Alors il dit, c'est la bataille des titans, Alfred, il est perdu. Ah, il est complètement dans les patates. Et la WF va faire... On va être dans les heures de gloire de Hulk Hogan, de Macho Man, de Miss Elizabeth. Ils vont même venir à Paris peu de temps après les débuts de leur diffusion, finalement, puisqu'en 1987, et tu seras de la tournée en tant qu'annonceur du ring, et on va avoir un show à Bercy, à Paris-Bercy, que vous avez peut-être entendu parler, qui est une salle assez mythique en France. Et juste pour vous montrer l'importance que ça avait, ce show a été diffusé le 31 décembre 87. C'est-à-dire que pour la soirée du réveillon, en France, on avait la WF à la télévision pour le show de Bercy. C'est quand même, ça démontre l'intérêt qu'il y avait pour le produit. Donc, ça, je n'étais pas au courant. Donc, Bercy a été filmé pour la télé française. Oui, le show qui a eu lieu en septembre, je crois, dans ces eaux-là, à Paris, a été filmé. Il y a un montage, il y a une version d'une heure, une heure et demie, je crois, qui a été faite et qui a donc été diffusée le 31 décembre 1987 pour le réveillon à 9h, 9h20, je crois, à peu près dans ces eaux-là. Donc la soirée du réveillon commençait par la WF sur les ondes de Canal+. Mais tu vas me dire que tu l'as, là, cette émission-là? Bien sûr. Oui, que j'aimerais savoir ça un moment donné. Une formidable attraction, vous venez de le voir. Vous le connaissez, vous abonnez Canal+, vous le voyez fréquemment sur votre antenne, c'est André le Géant, 2,22 m, 225 kg. C'est la 8e merveille du monde. Il enjambe les 3 cordes du ring. Il chose du 58. Mesdames, Messieurs, notre prochain combat, prévu en un tombé ou 30 minutes, vous présentant d'abord comme arbitre spécial pour ce combat, le seul et unique, la 8e merveille du monde, André le Géant. À cette époque-là, la WF va revenir en 1987, en 1988, en 1989, et à chaque fois, les shows seront diffusés à la télévision. Mais C'était moi, des je hauts n'y serai shows. pas. Voilà, tu es au 87, mais tu n'es pas au suivant. Ce Bon, que voilà, je ils ont comprends mis. pas aujourd'hui. Alors, ça peut s'expliquer parce que celui qui est au micro et qui présente les lutteurs, c'est un animateur de Canal+ de l'époque. OK. Pour ceux qui n'ont jamais vu les images, le ring, c'est un ring de la WF, mais il y a les bannières Canal+ tout autour du ring et la radio RTL, qui est une radio ici. Donc, on est sur quelque chose que la WF fait plus, à ma connaissance. On est sur un house show, mais qui est diffusé sur la télé locale, enfin, du pays où ils sont. Mais c'est sûr que ça Donc, se fait plus. C'est certain. mais ça démontre, et c'est surtout pour ça que je voulais parler de ça, ça démontre aussi de l'intérêt qu'avait Canal+, qu'avait la France pour le produit. Et de l'autre côté aussi, l'intérêt de la WWF pour être international. Oui, il y avait ce côté international. Il y avait alors, Guilloré à ce moment-là, on en a parlé lors de l'épisode qui lui était consacré, œuvrait beaucoup aussi en arrière-scène pour tout ce qui était commentaire en France. Je suis toujours abasourdi quand je vois tout ce qui était fait pour la télévision française à l'époque, les entrevues avec toi, mais les pay-per-view sur place, dans les émissions, des entrevues faites avec les lutteurs en français, les montages avec les sous-titres. Enfin, j'ai l'impression qu'en 1987-1988, on était plus en avance que maintenant. Alors C'est certes, certain. quand je dis ça, il y avait 6 à 7 semaines de décalage, voire beaucoup plus. Voire beaucoup Ça plus. prenait le temps pour faire toutes ces traductions-là. C'est ça. Et moi, ce que je disais, par exemple, j'ai été élevé dans la lutte où quand le lutteur parlait, il était sous-titré. Il n'y avait pas le commentateur qui doublait par-dessus.
qui aujourd'hui, voilà, je trouve que ça enlève quelque chose, on va dire, à l'émission, parce que forcément, le commentateur va mettre son intonation, va le traduire de sa façon. Alors, à l'époque aussi, avec les sous-titres, mais du coup, on avait vraiment la voix du lutteur. Enfin, je trouvais qu'on était au cœur de l'action. Par contre, niveau décalage, enfin, c'est des choses aujourd'hui que les fans actuels peuvent même pas imaginer. Ben non. Faut avoir en tête, par exemple, que le Royal Rumble 89, donc qui a lieu en début d'année, a été diffusé le 2 septembre. Wow. Donc là, on n'est plus sur 6 semaines de décalage. Non. Et, et, et WrestleMania 5, qui a lieu quelques mois après, là, il va être diffusé dans la nuit du 31 au 1er janvier. Bon, certes, à 4 heures du matin, bon, excusez-moi, mais quand même dans la nuit du 31, du 31 décembre au 1er janvier 90. Enfin, WrestleMania, ça a lieu au mois de mars. Donc, on fait ça aujourd'hui, les gens ne regardent pas. Ben non, Mais, c'est certain. mais à l'époque, Mais, on avait, mais c'est ça. L'époque, c'était ça. C'était moins instantané. on était moins dans l'instantané. De toute façon, à part ceux qui avaient potentiellement des contacts, on va dire, sur place, on ne connaissait pas les résultats. Donc, alors, honnêtement, je ne l'ai pas vécu à ce moment-là, puisque je ne regardais pas encore la lutte. J'avais 8 ans. Donc, à 4 heures du matin, je dormais à cette époque-là. Ouais. Mais par contre, dans l'émission, je pense quand même que ça a été diffusé en dehors de la chronologie des émissions. Donc ça veut dire quand même que, mais les gens à l'époque se disaient, waouh, on va voir WrestleMania, on va voir le Royal Rumble, quoi. C'était réellement un événement et on consommait ce qu'on nous donnait. Le- c'est à peu près comme ça que je le résumerais. Voilà, on consommait ce qu'on nous donnait. Ils C'est nous comme auraient ça que diffusé, ça a commencé, là. ils nous auraient même diffusé WrestleMania 1 en 89, qu'on l'aurait regardé et qu'on aurait adoré ça. Ouais. Donc, enfin, tout ça pour dire que le catch va vraiment avoir ses heures de gloire dans ces années-là. On va suivre la Hulkamania. Hulk Hogan va vraiment être mis en avant bah, alors, par la WF forcément, mais même en France, du coup, ça va devenir un peu. Les gens vont identifier catch Hulk Hogan. Ce que je dis souvent, ceux qui ne regardaient pas, qui n'ont jamais vu, mais bizarrement, ils connaissent Hulk Hogan. Ils connaissent les gimmicks qu'on avait à cette époque-là, le Big Boss Man. Le Big Boss Man, en tant que lutteur, voilà, c'est pas un lutteur qui a fait une grande carrière, mais la gimmick du Du gardien gendarme, de prison, là. du gardien de prison, a marqué les gens. C'était des personnages plus grands que nature, on en a déjà Ouais. parlé. Je sais Ouais. qu'on est tous les deux amoureux de cette période-là, c'est Ouais. les heures de gloire de la lutte. Ouais. Mais le départ, la période des stéroïdes et le départ d'Hulk Hogan, là, on va faire un bond en avant, on va dire en 92, dans ces années-là, va marquer aussi un peu le déclin, on va dire, de la diffusion en France, ou en tout cas, je ne veux pas dire que les gens ont arrêté de regarder parce qu'il n'y avait plus Hulk Hogan, mais il va y avoir une succession d'événements qui vont se passer sur cette année 92. Tout d'abord, bah, le départ à WrestleMania 8, Hulk Hogan qui annonce sa retraite. Peu de temps après, nous, on a Édouard Carpentier, aux alentours du SummerSlam 92, va arrêter de commenter les émissions. Donc, il faut imaginer, pour les fans à l'époque, ils perdent Hulk Hogan, qui est l'image de la compagnie. Mhm. Puis Ils ils perdent la perdent, voix. ils perdent la voix, Édouard Carpentier. Alors, même si Raymond Rougeau avait déjà commenté WrestleMania 6, WrestleMania 7, c'était une voix qu'on connaissait. Il y a le duo, on va dire, qui se met en place. Alors, moi, qui fait partie de mes duos favoris, mais mine de rien, il faut imaginer encore à cette époque-là, le produit est très identifié au vocal, à l'intonation, au lutteur, et d'un seul coup, on perd cette partie-là et il va se mettre en place ce que j'appelle le, le bashing anti-WCW sans jamais le nommer. Alors là, à cette époque-là, toi, tu commentais la WCW pour le Québec, mais nous, en France, on ne connaissait pas cette fédération. Mais, Pour une, mais non, oui, c'est vrai. Parce que j'ai commenté avec avec Richard, Richard le Magnifique, c'est vrai. Puis ça, on parle de 91-92, là. c'est ça. Donc, Mais c'était pas un produit, c'était pas vraiment hot, là, à cette époque-là, là. C'était rien comme les années 95, 16, 17, là. je comprends, mais ce que je voulais surtout notifier, c'est que au Québec, alors, au-delà de la proximité, on va dire, des États-Unis, vous aviez déjà en 91, du coup, les fans ont pu découvrir aussi l'autre produit à la télévision. Ouais. Nous, on va être bercé dans ce Macho Man, Hulk Hogan, Ultimate Warrior.
voilà, cette génération-là. Et puis souvent, ce que je dis, en 92, il y a la scission, il y a l'affaire des stéroïdes. Il y a Vince qui se dit tout de suite, il faut que j'arrête les gros lutteurs. Et on va attaquer la nouvelle génération, ce qu'ils ont appelé la nouvelle génération. Et alors ça, on est martelé à chaque émission, la nouvelle génération World Wrestling Federation, les lutteurs actuels. Et là, on va lancer les Bret Hart, les Shawn Michaels. Et encore une fois, on a une partie des fans qui vont décrocher. Il y en a d'autres qui vont accrocher. Enfin voilà, ça fait partie Ouais. du produit. Mais là où je voulais surtout en venir, c'est qu'il y a une partie de ces lutteurs qui vont aller à la WCW et la WWF, sans jamais nommer la WCW, va commencer à expliquer que leur produit, c'est les jeunes et que les anciens lutteurs, ils ont fait leur temps. Tap into the future. Experience the new WWF generation. Donc, pour le fan que je suis, qui sait pas qu'il y a autre chose qui existe, je regarde ça. Moi, je suis un fan absolu de Bret Hart, donc j'adhère complètement à ce produit-là. C'est d'ailleurs là, moi, où je deviens accro à ce sport. Mais il y avait des spots qui passaient, moi, sur les VHS que j'achetais à l'époque. On voit un faux Macho Man qui arrive, un faux Tatanka, un faux Razor Ramon, et il y avait le vrai macho qui arrivait et qui partait avec une fille, et la fille se retournait et disait méfiez-vous des imitations. C'est-à-dire que moi, le jingle me faisait rire, mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire derrière ça. Hey, Senorita, say hello to the bad guy. Hey, baby, I'm execution excellence. Oh, yeah! Digging it! Oh, yeah! Digging it! Oh, yeah! Digging it! Mr. Savage. You can call me Ray. Don't fall for cheap imitations. Je le prenais pour une bande-annonce quelconque. Ouais, voilà. C'est ça. Le côté humoristique. Donc, méfiez-vous des imitations. Et ça, Raymond Rougeau souvent le répétait pendant les émissions. Méfiez-vous des imitations. Et nous, on va avoir la chance. Alors, encore une fois, ça, je ne sais pas si vous l'avez eu au Québec, mais nous, en mars 93, on a le WF Magazine qui sort en français chez nous. Donc, qui va être traduit. Je ne pourrais pas te dire. Mais Yann O'Kane, lui, saurait ça. Donc, nous, il va sortir avec un mois de décalage. C'est-à-dire que nous, le numéro de mars, en fait, c'était le numéro de février aux États-Unis. Donc, il va être entièrement traduit en français. Et donc, à partir de mars 93, on trouve le WF Magazine dans les kiosques, en presse. Et je le dis parce que c'est aussi avec le WF Magazine qu'on va connaître le 36-15 catch dont Christophe Ajus avait discuté lors de son épisode, où avec le Minitel, on pouvait aller chercher des nouvelles. Mais surtout, et c'est pour ça que j'en parle, il y a en 1994, le 11 juin 94, c'est une date que les fans connaissent pas mal parce que c'est la date où Hulk Hogan a signé à la WCW. Et je rappelle que dans l'univers de la WF, tout ce qui n'est pas WF n'existe pas. Et là, en fait, c'est comme ça. Et là, en fait, pour moi, il va se passer un truc surréaliste dans le WF Magazine de juin 94, alors de juillet 94, qui nous va sortir en septembre. Et on va avoir un article, alors je le montre la caméra pour ceux qui regardent YouTube, mais je le mettrai un peu mieux. Il y a un article sur Yokozuna, et comme quoi Yokozuna règne et est indestructible. Alors à l'époque, je ne comprends pas bien parce qu'il n'est plus champion. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent faire la pub de Yokozuna règne alors qu'il vient de perdre le titre. Il est plutôt sur le déclin. Et en fait, quand on ouvre le magazine, il y a Yokozuna, c'est celui qui a battu en dernier Hulk Hogan. Et donc là, il y a un article complet qui est consacré à Yokozuna. On a une photo, vous allez comprendre, Hulk Hogan avec une pierre tombale, on va dire, derrière. Et ça va être la première fois où on va reparler d'Hulk Hogan depuis son départ. Okay.
bizarrement, on en parle parce qu'il vient de signer ailleurs. Et là, en Ça, c'est fait, vraiment spécial. c'est spécial. Et puis surtout, le ton va vite être donné parce que la façon dont ça va être, dont ça va être fait, on va vite nous faire comprendre que Hulk Hogan, c'est un has-been. Alors que ça a été la vedette, encore une fois, nous à Canal+, c'est la star. Il Ouais. n'y a que lui qui existe. Je vais juste lire quelques passages pour que les fans comprennent. À cette époque, on parle de 92, les débuts de Yokozuna. À cette époque, les spectateurs semblaient tous complètement gaga d'un soi-disant catcheur immortel. Ce supposé immortel s'appelait Hulk Hogan. Donc déjà, l'article commence comme ça. On parle des films de Hulk Hogan dans l'article, puisqu'à cette époque-là, il a sorti quelques films. Là, on dit des films de série B, donc on ne va pas dire que les films sont bien. Et ses plus grands adversaires à cette époque-là étaient les critiques du 7e art qui le descendaient sans compter. Donc là, on rajoute une petite pique pour dire, bon, vous voyez, là, déjà, il avait un ego surdimensionné. En plus, il faisait des films et c'était de la merde. Exactement. Comme je Le le caric. disais, Hogan est un agriculteur. Les films qu'il faisait, c'était des navets. C'est lui, comme il l'a dit, la lutte. Et maintenant, ce qu'elle est devenue grâce à Hollywood Hogan. C'est également un agriculteur. Oui, oui, c'est sûr. Parce que tous les films qui font sont des navets. Oui, c'est sûr. Ben oui, naturellement. On parle de WrestleMania 9. Alors, WrestleMania 9, il y a Brett qui perd son titre contre Yokozuna et ensuite Hulk Hogan vient défier Yokozuna. Et là, dans l'article, on présente ça. Et arriva Hulk Hogan, imbu de son égomania. Là, on présente Hulk Hogan en disant limite, c'est lui, il a un ego surdimensionné, il est arrivé, il prend le titre. Et ensuite, on nous explique dans l'article qu'une fois qu'il a eu le titre, il n'a pas voulu le défendre contre les jeunes parce qu'il n'était pas capable d'affronter les jeunes de la nouvelle génération, on le replace, et que finalement, il va perdre face à Yokozuna, il va perdre son titre. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le match, il perd, il y a un photographe qui vient, il y a un flash qui sort. Alors, ouais, il dit qu'il a perdu à cause d'un flash, mais non, c'est juste qu'il n'a plus le niveau requis pour affronter la nouvelle génération. Et le dernier passage, où là je voulais lire, hein, et pour vraiment comprendre la situation dans laquelle on nous met. Aux dernières nouvelles, Hulk Hogan est entré dans une autre fédération de catch où le niveau moyen des lutteurs est bien loin d'atteindre celui de la World Wrestling Federation. Donc là, on nous explique qu'il est en train de lutter dans un garage, je ne sais pas où, mais enfin bon, il continue à lutter, mais dans une fédération mineure. Hogan a décidé de signer un contrat avec une fédération composée d'un groupe d'anciens athlètes de la WWF, la plupart étant des catcheurs au crépuscule de leur carrière. Aïe, aïe. Mais je suis surpris qu'ils ont décidé quand même d'écrire là-dessus. Ça me surprend. Au lieu Le, d'ignorer. alors, c'est pour ça que je voulais en parler. Et au-delà de l'aspect Canal+, la pétition et compagnie, c'est déjà pour montrer dans quelle atmosphère on est et dans lequel on est conditionné. Tout ce qui n'est pas WF n'existe pas. Je vais beaucoup le répéter, mais c'est vraiment pour que les gens aujourd'hui comprennent. Aujourd'hui, on a accès à l'AEW, TNA, Impact, le Japon, le Mexique, on sait tout ce qui se passe. À l'époque, non. Et là, d'un seul coup, moi, j'ai un article. Alors, faut imaginer le jeune que je suis à l'époque qui reçoit son WF Magazine en 94. Moi, j'ai 13 ans. Je lis ça, je me dis, mais où il a mis les pieds, Hulk Hogan, il est où? On parle de lutteurs au crépuscule de leur carrière. Il était évident qu'Hulk Hogan n'aurait pu lutter longtemps encore contre des types aussi coriaces que Yokozuna, ni même contre la majorité des jeunes talents que notre fédération lui opposait. Donc là, c'est clair, il a signé chez les ennemis, il est bon à rien. C'est ça, t'es un serre-pu à rien. Donc, pour ceux que ça intéresse, je mettrai à disposition cet article qui est du WF Magazine, hein, qui n'est pas d'un magazine à part du Pro Wrestling. C'est la WF qui est en train de dire, bon, le gars qui a signé à côté, il n'est pas bon. Allez-y pas. C'est spécial. Vraiment très intéressant. Donc, bon, bah voilà, en 94, on avait déjà eu Ric Flair en 91 qui était arrivé avec une ceinture d'une autre fédération, mais voilà, on n'avait pas trop nommé. Là, bon, avec cet article-là, moi, au haut de mes 13 ans, je me dis, bah, il doit exister une autre fédération avec des papis qui luttent. C'est le, c'est, c'est comme ça alors, c'est comme ça que je vais me faire mon image dans ma petite tête. Mais surtout, le problème qu'on va avoir, encore une fois, en anticipation de votre arrivée, c'est que la WF va continuer des petits spots.
il y a un spot, par exemple, avec Diesel où il monte dans un immeuble et il arrive à un étage, il y a des enfants et il ouvre un étui de guitare et il a des photos de lui qui dédicace et qui donne à des enfants. Et il y a un des enfants qui veut lui donner de l'argent en échange. Et il y a Diesel qui dit non, 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 c'est bon, je prends pas ton argent. Et le slogan, c'est nous, à la WWF, nos superstars ne prennent pas d'argent pour signer des autographes. This job is important. Don't disappoint me. I don't want your money. This one's personal. Thanks, Diesel. No. I don't work that way. The World Wrestling Federation. Our athletes still care about their fans. Donc, je suppose qu'à l'époque, la WCW devait faire différemment. Encore une fois, le fan que je suis en France comprend pas ces spots. Il comprend pas pourquoi on lui dit ça. Pour moi, bon. Donc le gros tournant qui va vraiment finir d'enterrer le produit, où là, on le cite pas ouvertement, mais on cite les lutteurs, c'est janvier 96. On a à la fin de l'émission une conférence de presse, pardon, avec le billionnaire Ted qui nous présente le Nacho Man et le Huckster. Ouais. Alors là, c'est. Ouais. Alors, tout à l'heure, on disait que c'était violent, on va dire, dans l'article. Mais alors, le visuel, là, on nous montre clairement deux vieux papis, à moitié gravataires, qui peuvent à peine marcher. On leur présente des vidéos de ce que font les lutteurs actuellement. Et je me souviens d'un des spots où il y a le billionnaire Ted qui regarde Nacho Man et qui lui dit pourquoi tu fais pas ça? Il dit moi, à mon âge, je reste les pieds sur terre. Il est hors de question que je monte en l'air. Hulk Hogan qui dit moi, j'ai jamais fait ça. Je vais pas commencer à mon âge. Et le billionnaire Ted, donc, qui est une parodie de Ted Turner, leur dit mais alors, vous savez faire quoi? Et là, on a Nacho qui sort les vieilles quatre phrases, les oyers, Hulk Hogan qui tend l'oreille et compagnie. Et là, on nous dit clairement à la concurrence, c'est des vieux. Nous, on a des jeunes, ils sont athlétiques. Well, tell us, what can you boys do? You can't teach old dogs new tricks. The new WWF generation, on top of the hill, not over it. Huckster, what if we called you the boy toy? Yeah. That's good. Moi, je travaillais déjà pour la WCW et je te dis que ça avait passé de travers dans la gorge, mettons. Oui, et puis ça va durer quelques semaines. Alors, petite exclusivité ou pas, nous, en France, on a eu WrestleMania 12 qui a été coupé, on va dire, un peu partout. Mais quand il est sorti en Europe, en DVD, on a eu le match sur le DVD Nacho Man contre Huckster. Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'est pas dispo sur le network, il n'est pas dispo sur les VHS qui sont sortis aux États-Unis ou au Québec. Donc je verrai si on a la possibilité, je le mettrai peut-être en bonus à la fin de l'épisode pour ceux qui veulent voir ça. Parce que c'est voilà, c'est pourri. C'est pourri, c'est clairement anti-WCW. Mais encore une fois, moi à l'époque, même à l'époque, quand je reçois le DVD, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Je ne comprends pas. Pourquoi ils s'en prennent à leur star du passé? Je ne sais pas, je comprends pas. Ouais, et en fait, je vais comprendre malheureusement quelques mois plus tard, quand en décembre 96, je vais recevoir le Canal Plus magazine et quand je vais arriver sur la section sport, je vais voir Hulk Hogan en grand
Et j'apprends qu'à partir de janvier 97, c'est les lutteurs de la WCW qui seront sur Canal+, avec Hulk C'est vieux Hogan, papy. c'est avec les vieux papis, avec ceux qui sont dans une fédération mineure, avec des lutteurs qui n'ont pas le niveau de ce que je regardais jusqu'à présent. Donc ça va être un choc. Ça va être un choc. Ça veut dire qu'on m'enlève le produit que je regarde et on met la version maison de retraite. Donc, donc ça va être Maison hostile. de retraite, c'est vrai. Donc ça va être hostile. L'émission ne va pas être la bienvenue, elle ne va pas être adaptée. Et encore une fois, ce que j'explique là, c'est à chaque semaine. On avait ça qui rentrait dans la tête. Et d'un seul coup, tout prend forme. On nous explique que ce qu'on nous a dit qui n'était pas bien, qui était avec des vieux, qui était des sous-produits, ça va arriver sur Canal, ils vont nous le mettre. Donc forcément, au départ, les fans vont pas être contents, ils vont C'est le faire entendre certain. à Canal+. C'est certain. Puis c'est logique. Bon, C'est d'une logique naturelle. donc à l'époque, tu n'en avais peut-être pas conscience, mais voilà les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé à Canal+. Et Et en quelle plus, merveille. avec deux commentateurs qui n'étaient pas de niveau d'Édouard Carpentier. Tu sais, le tourneur et moi, on n'était pas de niveau, là. Oui, alors en termes de commentateurs, on va dire peut-être pas au niveau d'Édouard Carpentier et de Guillauret, parce Ignoré. qu'Édouard Carpentier avait ce côté ancien lutteur qu'on avait retrouvé avec Raymond Rougeau. Le duo Raymond Rougeau-Jean Brassard était déjà un cran en dessous du duo Raymond Rougeau-Guillauret, qui pour certains était un cran en dessous du duo. Donc après, le fait que vous n'étiez pas forcément des connaisseurs, mais spécialistes ou anciens lutteurs, ça n'a pas forcément perçu. Ce que je disais, surtout le problème qu'il y a eu, c'est que vous êtes arrivé, pour ceux qui suivaient le catch à l'époque, dans le subconscient de ces fans-là, vous arriviez avec un sous-produit. Alors que 96-97, c'était de grosses années pour la WCW. Oui, puis encore une fois, même Canal+ va mettre en avant les lutteurs Ric Flair, Macho Man, Hulk Hogan, alors que vous aviez des Scott Hall, des Kevin Nash, qui étaient des lutteurs connus et reconnus et sur lesquels on nous les avait bien vendus. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a eu une émission en 96 après In Your House où on voit Razor Ramon et Diesel s'en prendre à Savio Vega. Et le lendemain, il y a Gorilla Monsoon qui à Roi, donc nous on avait eu ça dans l'émission, qui demande à Jim Ross des explications parce que Scott Hall et Kevin Nash ont signé dans une autre organisation. Donc comment ils peuvent être à Roi alors qu'ils ont signé dans une autre organisation? Et c'est là que Jim Ross va présenter le faux Razor Ramon et le faux Diesel. Et pour dire à l'époque le fan que j'étais, je pensais que c'était pour mettre la table avec un match entre le vrai Razor et le faux. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au Survivor Series 96, ils sont dans un match des survivants et il y a un adversaire mystère et je m'attends à voir arriver l'un des deux. Et finalement, c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Et alors, pour tout ça, pour dire, c'est dommage parce que aussi pour votre arrivée, la communication a été faite autour des anciens. Et alors, forcément, ils ne pouvaient pas nous parler de Rey Mysterio, de Chris Jericho et compagnie, parce que là, on ne les connaissait pas du tout. Mais comme quoi, le produit était aussi un peu méconnu. On n'a pas mis en avant les derniers qui étaient arrivés à la WCW, qui étaient bien connus des fans qui suivaient le produit actuel et pas ceux qui le suivaient 10 ans en arrière. Ben, probablement, encore là, si ça avait été David Jouan qui travaillait pour Canal+, ça aurait été fait. Mais probablement qu'ils sont allés avec les noms, juste les noms, sans aller plus loin. Ça, alors, si David Jouan avait travaillé pour Canal+, vous ne seriez pas venu à l'antenne. On Donc, ne se parlerait pas aujourd'hui non plus. Voilà, ça aurait été plus simple. Ouais. Mais, ouais, mais moins payant pour nous. Sans doute. Et puis, non, mais après, ça nous a ouvert aussi à une autre diversité, à une autre façon de consommer l'émission. Et d'ailleurs, ça sera l'occasion d'aborder le thème lors d'une future émission aussi. Qu'est-ce qui nous attire dans la lutte? Les histoires? Est-ce que vous préférez voir des entrevues, des histoires, un peu de combat qui va nous emmener à un événement qui va être la conclusion de tout ça? Ou est-ce que vous voulez consommer du combat, du combat, du combat? Et peu importe l'histoire, je dirais, c'est la prestation athlétique qui compte. Oui, ça, c'est une bonne question à poser aux fans.
Alors, on est rendu à la fin de cette première partie que tu nous as amené de 1970 à notre arrivée sur Canal+. Oui, j'ai essayé d'être exhaustif sans rentrer trop dans le détail, mais vraiment, l'idée, c'est de comprendre comment nous, on l'a vécu de notre côté. Et puis, il me semble qu'il y a un invité surprise pour la deuxième partie. Oui, bien, surprise si tu n'en as pas parlé, si tu ne l'as pas mis en publicité. Mais oui, dans la deuxième partie, on va retrouver le seul membre vivant de la NWO, Michel Le Tourneur, qui sera avec nous dans la deuxième partie. Fait que, Eh ben, et honnêtement, j'espère que du côté Québec, que les fans vont être capables, comme moi je le fais en étant avec toi dans cet épisode-là, ce classique 03, d'être capable de dire wow, ça s'est passé comme ça. C'était comme ça dans ce temps-là. C'est intriguant et intéressant. Et donc, quoi de mieux pour se replonger en 1997 que de retrouver les voix de l'époque? Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. sim.shop, 24,95 plus les frais de poste. On est de retour pour la deuxième partie du podcast classique numéro 3 du Soyez-y, mesdames, messieurs. On retrouve nul autre qu'à le crâne dégarni, mais une barbe incroyable. C'est comme le dit Handsome JF, le Don Juan des pauvres. David est là pour cette deuxième partie et regardez ce bronzé, cet ex-géo du Club Med en camisole. Comment est-ce qu'on appelle ça une camisole, David, chez vous? Un gaminet. Un gaminet, un jersey, un Marcel. Un Marcel. Ah ouais. Un Marcel. C'est pas un Bob. Ben, chez nous, on appelle ça un Bob. Un Bob, et ben voilà, un Marcel. Alors, non, je pour dire, je te passe la POC, comme on dit, mais toi, le hockey, tu dois pas trop connaître ça, là. À part quand tu prends un coup et t'es poqué le lendemain. OK. T'en manques pas une, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Eh ben parfait, ça nous remet dans le contexte de 1997 et votre arrivée sur Canal+. Janvier 97, vous arrivez donc après le produit WWF avec, comme on a parlé dans la première partie, vous n'étiez pas les bienvenus. Plusieurs fans avaient envoyé des courriers déjà à Canal+ pour se plaindre de l'arrêt de la WWF. Donc à l'époque, on recevait des courriers pour nous dire, voilà, c'est une décision de la chaîne. Regardez, vous allez voir quel est le programme. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, la première émission commence donc un samedi après-midi. Le logo WCW, le générique de Nitro. Et on a notre ami Michel Le Tourneur qui, pour bien enfoncer le clou pour les animateurs, pour les fans français, pardon, va commencer l'émission en disant « À la demande générale, je suis là et je suis là pour rester. » Eh boy! Ça, je m'en souviens. C'est vrai, je m'en souviens. C'était pour fermer la gueule à tout le monde, dans le fond. Bonne année 97. Bienvenue à la lutte WCW Nitro de la WCW. Ici Marc Blondin. À mes côtés, Michel dit le sieur, le tourneur. Absolument. Et à la demande générale, mesdames, messieurs, je suis là et j'y suis pour rester. Par la suite, je me suis souvenu, Michel et moi, on n'avait aucune idée de ce qui s'était passé avant nous. On ne savait même pas que vous aviez la WWF dans le temps. Ouais, je ne me souviens pas, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais on n'avait aucune idée. Nous autres, on arrive et on pense qu'on est des sauveurs. Tu sais? Oui, alors, tu le savais un petit peu, parce que tu as animé la WWF dans la fin des années 80. Donc, par contre, que dans l'esprit des fans, il y ait ce bashing anti-WCW, ça, oui, possiblement que vous n'étiez pas au courant. Même si je pense que l'émission au Québec n'est pas très différente de celle qu'on avait en France. D'ailleurs, ce qui me permet de
de savoir de votre côté si déjà avant de commenter, surtout pour Michel le tourneur, si avant de commenter, si tu regardais, si tu consommais du catch. Ben moi, j'ai regardé un peu la lutte, mais j'ai jamais été, j'étais pas encore un vrai fanatique de lutte. J'ai jamais été très fan de lutte. Je sais que dans ma famille, ben, il y a eu des gros fans. Regarde, mon grand-père, qui était un Breton, c'était un maniaque de lutte. Mais moi, je me foutais de sa gueule parce que je savais très bien que c'était de la foutaise. Mais bon, c'est un sport-spectacle. Mais j'ai aimé ça, puis au fil du temps, ben, j'ai embarqué, je suis rentré dans le bateau, puis on a vogue la galère, comme on dit. Et, Hein? et il faut quand même dire qu'aujourd'hui, en 2023, Michel est quand même un membre de la NWO. Je serai toujours un membre de la NWO, même que je suis le seul qui reste. Tu sais? Mais j'ai entendu parler que Buff Bagwell, il est encore, ça le chicote un peu, là. Bah, le slogan de la NWO, c'était NWO pour la vie. Donc, c'est. Non, c'était pas ça, David, c'était pas ça. C'est for life. C'est pas pareil. C'était for life. C'était pas pour la vie. C'est quoi cette histoire-là, là? Bah, vous étiez les commentateurs francophones. Ah, OK, c'est vrai. Ah, même si vous avez animé pendant un petit temps en anglais pour nos amis de la Belgique. Ladies and gentlemen, it's WCW World Championship Wrestling. I'm Marc Blondin beside me, Michel Le Tourneur, and tonight is our last show after 3 years of fun and excitement. Come on. Oh man, we're directly from Wisconsin. More precise, Milwaukee, the home of rock and roll, the home of Harley Davidson. Vous étiez avant tout les animateurs francophones. Mais on ne traduisait pas tout. On ne disait pas Marcus qui a une belle sacoche, Bagwell. On l'appelait comme il s'appelle. Ouais. Ben, en fait, on essayait, si tu te souviens, Marc et David, on essayait de sortir tu sais, de l'anglais au français égal. C'était tellement con. Exemple, il y avait Big Papa Pump à l'époque. Rappelle-toi de ça. Big Papa Pump. Des conneries comme ça. Il y avait. Qui c'est qu'on sortait comme nom direct pour justement que la France puis la Belgique comprennent ce qu'on dit? Ben, pas sûr, je me souviens de ça. Ben, je le sais bien, c'est normal à ton âge. Et toi, dis-le donc. Toi. Ben, il y avait. Ben, regarde. Toi le premier. OK, regarde, préparez-vous à rembler. Ça, c'est de monsieur. Monsieur, je suis payé 7000$ pour 5 minutes. Là. Elle a du mal à passer, celle-là. Ouais. Hein? Je dis, elle a du mal à passer, celle-là. Oui, ouais, ben écoute. Mais, tu sais, let's get ready to rumble. Et puis moi, je disais, préparez-vous à rembler, qui n'avait aucun rapport. Monsieur le tourneur, vous êtes prêt à rembler? Absolument, monsieur Mondin, on y va? Alors, pour les gens présents ici à San Diego et à travers le monde, on est prêt à rembler! Les mots aucun rapport. Quand Michel et moi, on est ensemble, c'est des mots qui pèsent lourd parce que souvent, on n'a aucun rapport. À part, c'est vrai. à part la digestion. Rapport, digestion. Ah, non, moi, j'ai un petit peu de problème avec la digestion, là. On ne veut pas de détails. Ramène-nous. Ouais. Mais c'est parfait parce que pour ceux qui n'ont pas connu l'époque de la WCW sur Canal+, voilà, c'était ça. Là-dessus, on se quitte. On se revoit la semaine prochaine, Cours de français pour vous, Blondin. À la semaine prochaine. Je serai à 8h demain. Vous êtes arrivé en 97. L'émission est vraiment différente de celle qu'on a l'habitude de consommer depuis des années. Et je rappelle, était WWF Superstar. Donc, vous êtes arrivé avec Nitro, un condensé de l'émission de 2 heures pour un format de 47 minutes, 52 minutes pour la France. Donc, avec des matchs, des fois, qui étaient coupés, mais surtout, ça s'enchaînait. Donc, Mais vous autres, toi, David, t'aimais ça? Moi, de mémoire, il me semble qu'il y avait de l'action, là. C'était incroyable. C'était une heure qui était complètement débile, non? C'est moi qui ai débile. Oui, alors, c'est là où était la grosse différence, parce que la WWF, on avait une émission qui nous préparait au pay-per-view à venir. Donc, à l'époque de la WWF, on avait les 5 pay-per-view principaux de la WWF. Et vous, quand vous êtes arrivé aussi avec
5 pay-per-view non censurés, Slamboree, Fall Brawl, World War 3, et j'en ai oublié un. Et c'est quoi t'as dit, David? World War 3. C'est quoi ça? On a fait ça, Marc, World War 3? Je sais pas c'est quoi. J'ai pas compris. Ah, tu veux dire Guerre mondiale. World War 3, c'est ça? Ah, Troisième Guerre mondiale. Oui, alors j'ai dit non censuré aussi, il n'a pas tiqué sur le premier, mais... Ton anglais est très bon, David. Oui, je suis essentiellement connu pour mon anglais. C'est bon. Non, mais t'es franglais. C'est pour ça que je regarde le catch en français, moi. Oui. Okay. Oui. Bon. Donc, la grande différence de l'émission, c'est que l'émission en elle-même se regardait, se consommait. Voilà, on voyait du catch. Par contre, les histoires étaient un peu secondaires. Alors, quand je dis les histoires, pas toutes, parce qu'on avait la principale, la NWO, Sting, 2-3 histoires comme ça. Mais par contre, les autres, quand on regardait le pay-per-view, on n'avait aucune idée de pourquoi les lutteurs s'affrontaient. Donc, la grande différence, elle était là. Excuse-moi, question, David. D'après toi, combien de temps ça a pris pour vraiment lever quand Marc et moi, on a fait, mettons, 2-3 semaines plus tard? Il me semble que ça a levé assez rapidement pour que ça soit vraiment un succès. Sois honnête. Alors, ça n'a jamais levé. Vous êtes arrivé avec deux choses. Déjà, le duo qui a fonctionné assez vite, et le produit de la WCW de l'époque qui était quand même à son meilleur avec la NWO. Et comme je l'explique souvent, il y a ce fil conducteur avec Sting tout le long de l'année. Première émission, comme je l'expliquais, premier lutteur qu'on voit arriver, c'est Mr. Wall Street, connu sous le nom d'IRS. C'est un ancien. Mike Enos des Beverly Hills, c'est un ancien. Canal+ avait fait la promotion sur le fait qu'on allait retrouver nos vieux lutteurs. Nos vieux lutteurs que la WF avait mis un peu de temps à nous expliquer qu'ils étaient finis. Donc il a fallu rassembler un peu tout ça. Et d'ailleurs, la photo de la promo que je mettrai, on va dire, d'Hulk Hogan, c'est une photo des années 70-80. Et il faut attendre 5-6 émissions. Et quand on le voit apparaître avec la barbe noire, le côté NWO, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un choc, hein? Puis en plus, il avait perdu beaucoup de masse. Alors, il avait perdu, oui et non, mais surtout, nous, on était restés au rouge et jaune. Et encore une fois, l'émission, c'était un montage. On ne voyait pas forcément ce qui se passait. Vous t'avoueras, David, que le changement du rouge et jaune au noir, ça a dû faire un choc total quand la NWO est née. Face aux fans qui étaient fanatiques justement de Hogan avec son Hulkamania, c'est ça qui a fait que ça a punché, là. Ça a punché, mais encore une fois, et à chaque fois, je le précisais, pour nous, fans français, tout ce qui n'est pas WF n'existe pas, et on n'a pas assisté à ça. C'est-à-dire que nous, quand Hulk Hogan arrive, on le prend en pleine face comme ça, en noir et blanc. Ouais. On n'a pas vu le moment où il s'est tourné contre la foule, le discours. On n'a pas vu ça, on le voit arriver. Alors, vous en aviez parlé pendant les émissions, donc on s'attendait à le voir arriver. Mais ça, c'était pas de notre faute, hein? Mais j'entends bien. Là, d'ailleurs, la première fois où on le voit, il va affronter le géant. Le géant, donc Big Show, Paul White, et Canal+, tel qu'il nous l'avait vendu, pour certains, ils s'attendaient à voir André le géant. Pareil, on n'avait pas eu l'histoire du fils d'André. On nous avait présenté en disant, dans cette fédération, il y a le géant, l'ennemi intime de Hulk Hogan. Le géant, l'ennemi intime du Hulk Hogan, c'est André le géant, quoi. Ouais, mais il était décédé. Et oui, mais alors, une partie des fans le savait. Moi, je savais qu'il était décédé. Donc, mais il y a une partie des fans qui n'étaient pas forcément au courant et qui se sont dit, en fait, il n'est pas mort, il était dans notre fédération. Donc, Donc, voilà. Les fans français, il faut se le dire, n'étaient pas très, très culturés. Là. Et, alors, il n'y avait pas Internet. On l'a rappelé beaucoup. Parce que vous êtes resté au XVIIe siècle. On avait le Minitel, on avait plein de choses, les signaux de fumée, ça fonctionne. Les pigeons, les pigeons voyageurs. Ah ça, il y en a partout des pigeons. Non, mais en 97, blague à part, c'était très compliqué d'avoir l'information. Et d'ailleurs, on va avancer un petit peu parce que je pense qu'à peu près vers déjà le premier pay-per-view,
Voilà, la sauce commence à prendre, les fans commencent à se sentir investir dans l'histoire de la NWO. Votre duo, mine de rien, est assez crédible. Je pense qu'il y avait une partie des fans qui pensaient que Michel était de la NWO et que Marc était un pro WCW. Mais c'est vrai. C'était ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'était ça. C'est très vrai. Donc, on le croyait. J'ai pris une lettre de Canal+, que malgré tout, même les premiers mois, on va continuer d'envoyer des courriers en disant on veut le retour de notre produit, c'est pas ce qu'on veut. Et je vais lire 2-3 passages juste aussi pour comprendre sur quoi était mis l'accent, on va dire, de Canal+. Alors, ils expliquent que depuis le mois de janvier, la WCW remplace les programmes de la WF. Pourquoi ce choix? La WCW remporte beaucoup de succès aux États-Unis auprès des fans de catch. Ces programmes figurent chaque semaine au palmarès des top 10 des câbles programmes. Entre parenthèses, on met programme câblé. Moi, déjà à l'époque, on savait que l'anglais, fallait faire quelque chose. Cette fédération attire les plus grands catcheurs, dont de nombreux et prestigieux transfuges de la WF comme Hulk Hogan, Lex Luger, Ric Flair, Nasty Boy, Jimmy Hart et Miss Elizabeth. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec Marc. On va mettre l'accent vraiment sur les anciens lutteurs. On ne va pas parler de Scott Hall, de Kevin Nash, de jeunes lutteurs qui auraient pu aussi attirer. On va Chris Benoit, Dean Malenko, etc. Alors, je ne sais pas si le choix de Chris Benoit est très judicieux, mais... Non, mais dans le temps, il était... Oui, en passant, Michel, c'est qui ça? Etc. Oui, c'est ça. Je me souviens pas de lui. Non, mais je voulais dire que première des choses, tu as toujours dit etc. Une parenthèse, on dit etc. OK. Mais lui, il parle de etc. C'est pas. Ah non, ça, c'est le jeu Etch Sketch. Continue, David, on dérape. Ouais. Si vous cherchez des animateurs pour les émissions, ils sont toujours dispo. Etch Sketch, tabarouette. OK. Mais surtout, et c'est ce qui a remporté la décision de l'équipe des programmes de Canal+, la WCW vous offre en 50 minutes d'émission 2 fois plus de combats que la WWF. Ouais. Et ça, c'était vrai. Donc là, pour les dirigeants de Canal+, c'est vraiment l'argument. Par contre, et c'est ce que je disais, il faudra à un moment donné qu'on fasse un film classique sur le sujet. Qu'est-ce qui attire les fans à regarder de la lutte, regarder des combats ou suivre des histoires et qui vont nous amener à un combat, nous donner envie d'acheter l'événement. Typiquement, là, ce que la WCW a très bien fait pendant un an, c'est le fameux Sting Hogan. C'est-à-dire comme je disais, David, le storyboard de la WCW, le storyboard, ce qui veut dire l'histoire, doit se poursuivre constamment. Et j'ai remarqué que la WWF, à cette époque-là, WWE, ça ne suivait plus. Là. Il n'y avait plus rien qui suivait. Donc, j'imagine qu'en Europe, les fans sont retournés vers la WCW parce que l'histoire, le storyboard se suivait très bien et ça a duré longtemps comme ça. Pas sûr que c'est ça que David pense, moi. Moi, je pense que David pense qu'on les bombardait de combats sans avoir d'histoire, à part le fameux Hogan Sting. Ben là, je suis pas d'accord. C'est ça, quand tu essaies de mettre trop de combats, ben, tu enlèves l'histoire qui amène à des pay-per-view. Et je pense que la balance des deux doit être faite, n'est-ce pas, David? C'était typiquement, c'est le temps de s'adapter. Encore une fois, on va arriver au premier pay-per-view de la WCW. Le main event, c'est bon, on l'a en tête. On comprend bien les histoires. Par contre, les autres combats, encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, ils se regardent, l'événement est très bon, mais par contre, on n'a pas forcément le pourquoi du comment du combat. Et même vous, d'ailleurs, quand vous le commentez, vous ne nous expliquez pas forcément le pourquoi il y a tel ou tel combat, parce que vous avez commenté... Mais attends une minute. Nous, on le savait, mais on ne voulait pas vous le dire. Oui, alors ça, justement, quand vous commentiez là, à l'époque pour la France, là, parce qu'en 97, au départ, vous commentez que pour la France. Vous regardiez la version américaine de 2 heures ou vous regardiez que l'émission que vous commentiez pour nous? Non, on la regarde. Il me semble qu'on avait on avait les complets. Oui. On avait les combats avant, puis on prenait les notes justement avant de le diffuser. Ça, je me souviens de ça. On a toujours eu ça, Marc. Oui, on était rouillés. Michel n'avait jamais fait ça en tant que professionnel. Moi, j'avais arrêté pendant plusieurs années. Donc, c'est certain que ça a pris un peu de temps
à rouler le tout. Mais tu as raison, on aurait pu mettre plus la table sur ces combats-là. Tu as raison. Mais on a misé sur l'humour et on a perdu. Alors, perdu, non, parce que justement, assez vite, pour mon cas personnel et puis sur les autres fans que j'ai pu rencontrer ultérieurement ou qui échangeaient avec moi, on reviendra un peu plus tard sur cette époque-là. Voilà, au bout de 5-6 mois, ça y est, vous êtes adopté. On regarde le programme. On va arriver au point culminant à Starrcade 97. Alors en plus, je ne sais pas si c'est vrai, c'est le moment d'avouer, mais pendant l'émission, vous nous avez confessé à plusieurs reprises que vous aviez négocié avec la WCW pour qu'on ait l'événement en France. Alors, effectivement, on avait eu les 5 événements et on a eu en bonus, en 97, Starrcade 97. Alors, je ne sais pas pourquoi on a eu cet événement sur Canal+. Parce qu'on a poussé. Parce que je m'en souviens pas. On a dû pousser, Marc. C'est ça qui est arrivé, là. Ça se peut pourquoi pas. Pourquoi qu'on aurait poussé? Ah oui, parce qu'il y avait de l'argent au bout. Oui, c'est ça. vrai. Mais comment ils faisaient ça? C'est ça. C'est impossible qu'ils aient eu Starrcade dans les vieux pays sans qu'on ait poussé en quelque part. La logique serait ça, mais... En tout cas, ça a été vendu comme ça à l'émission. Donc, c'est pour ça que je disais c'était Tu sais, quand tu dis, David, ça a été vendu comme ça, comment je pourrais t'expliquer ça? Je ne veux pas dégonfler ton ballon, mais la lutte, c'est arrangé, David. Oui. Ce n'est pas la réalité quotidienne. Ça, j'ai bien compris. Par contre, quand on a un contrat avec Canal+ pour diffuser 5 événements et qu'on en a un 6e, il y a quelque chose qui est venu se rajouter pour avoir le 6e. Parce que vous êtes beau et gentil. Voilà. Tu le mérites, David. C'était comme un cadeau. C'est ce que je voulais entendre. Tu vois. Donc, c'est cute. Et donc, en janvier 98, on va avoir ce fameux Starrcade 97 qui, pour moi, va marquer deux tournants. Pour moi, le début de la descente de la WCW, parce que clairement, tout tournait autour de ça. On l'a attendu, ça va avoir lieu là. Non, finalement, ça a lieu. Ça fait pchit, parce que le combat n'est pas terrible. Non. La fin est un peu, d'ailleurs, il y a Bret Hart qui arrive là-dedans, on ne sait pas pourquoi. Le lendemain, à Nitro, vous faites l'émission, il y a à nouveau un match revanche, il n'a plus le titre. Enfin, déjà, à partir de là, on est perdu. On ne sait plus si Sting il est champion, il n'est pas champion. Non, mais en France, vous chipotez un peu. Là. Vous n'êtes pas capable de prendre généralement le spectacle qui est là, au lieu de dire, ouais, mais là, vous êtes trop pointilleux, vous, en France. Là. Alors, je ne parle pas en France. Je parle en général, quand on regarde la WCW qui avait battu à plusieurs semaines la WWF, là, on va même élargir, on va venir du côté américain. Je pense que la WCW n'a malheureusement pas anticipé le après. Et, je me demande c'était qui les bookers dans ce temps-là, là, mais c'est vrai qu'après ce Starrcade-là, c'était pénible. On avait le talent, mais on dirait que tout ce qui était histoire, c'était difficile, c'était pénible. On partait quelque chose, on l'arrêtait. Puis récemment, je ne me souviens pas, c'était récemment, ben ça veut dire comme récent. Mais tu te souviens-tu, Michel, The Wall? The Wall, oui, ça me dit quelque chose. Le lutteur The Wall. Oui, ça me dit quelque chose. On l'avait moussé. Oui, puis là, je me souviens de The Wall. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, regarde, ils avaient poussé aussi à un moment donné Harlem Heat. Je trouvais ça correct, sauf qu'à un moment donné... mais ils ont toujours pas mal été là. Oui, mais regarde, ce qui arrive, c'est que moi, à un moment donné, ils ont poussé Harlem Heat qui ont fait à un moment donné patate. Tu regardes Booker T avec sa savate de côté, là, c'était comme redondant. Mais moi, je trouvais qu'à un moment donné, c'était trop. Il fallait trouver autre chose, là, à un moment donné. Ça, c'est mon avis, là. C'est comme, ça. Mais tu as raison, David. Il y a eu une descente vertigineuse. Il y a eu une descente, et là, il y a... Je ne sais pas pourquoi, en France, les premiers pay-per-view de 98 ne vont pas être diffusés. Ils seront diffusés en Belgique. Nous, en 98, on n'aura eu que World War III. Sais-tu pourquoi, ça? Aucune idée, puisque vous les avez commentés. En 98, vous étiez moins gentil. Moi, je m'attendais au moins à quelque chose de sérieux. Ben non, pour qu'il sorte encore une autre connerie, là.
du coup, la Belgique était plus gentille. Donc, ils ont eu ces événements-là. Et nous, les programmations vont commencer à être un peu plus compliquées à suivre. Et on va avoir à la rentrée de septembre 98, vous allez basculer le samedi matin à 7h30, 7h, 7h20. Les poids lourds du ring sont de retour pour de nouveaux combats de titans. Mais attention au changement d'horaire, maintenant c'est à 7h25 le samedi à partir du 5. Il faut dire que contrairement à aujourd'hui, où ça ne change rien parce que les gens peuvent enregistrer, peuvent revoir le produit sur différentes plateformes, mais j'imagine qu'à ce moment-là, ça change les habitudes des gens. Ah bah oui, moi j'étais étudiant, il a fallu se lever le samedi matin à 7h30 pour vous enregistrer et vous regarder en direct. Et là, ça veut dire qu'on s'adresse plus au public du samedi après-midi qui zappe sur sa télé et qui va regarder le divertissement. On s'adresse aux fans qui va se lever pour regarder ça, ou le gars... Ce qui veut dire, David, qu'il y a eu... En fait, ce que tu viens de dire là, c'est parce qu'ils ont eu d'autres fans. Il y a eu d'autres nouveaux fans qui sont rentrés puisque le créneau a changé. Les diffusions du catch a toujours un peu été, on va dire, comme ça, on va dire changeant, mais on va dire ça va pas aider. Par contre, votre duo va faire que les fans vont rester et que certains ont découvert aussi avec vous. Je le répète, Marc, avec l'adresse mail et le fait de pouvoir communiquer avec vous, on a été les premiers à pouvoir parler à des gens de la télé. Il y avait des échanges qui étaient faits. On avait notre nom qui était cité à l'antenne. Marc nous répondait. Et moi, c'est à cette époque-là aussi où on va me proposer de m'occuper du fan club en France avec la boutique Catch Maniac. Donc c'est pour ça aussi que j'ai de retour des fans, parce qu'à ce moment-là, moi, ce qui se passait, c'est que le week-end, je recevais des questions par fax. À l'époque, c'était le fax. Je recevais les questions des clients par fax et je passais mon week-end à répondre. J'avais fait partie de ceux qui avaient poussé pour avoir Internet chez moi, et donc j'allais lire les sites de nouvelles qu'on téléchargeait à l'époque, on enregistrait, puis après on lisait hors connexion parce que le temps était décompté. On va avoir cette fameuse nouvelle où en décembre 98, on voit dans le Canal+ Magazine, le même qui nous avait annoncé votre arrivée, que janvier, je vois pas marqué catch dans les programmes. Et donc là, pareil, on reprend le courrier, téléphone, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on apprend que vous avez été déprogrammé. Donc Canal+ a décidé d'arrêter la diffusion du catch. Les moyens pour mesurer les audiences devaient être différents à l'époque. Je ne sais pas, mais en tout cas... C'est sûr. À l'époque, avec la boutique, on se dit il faut faire quelque chose. Donc, on fait une lettre type qu'on va envoyer à Canal+, et en parallèle, il y a des sites internet, et dont la newsletter de Christophe Ajus à WN2000, qui vont faire la même chose sur internet, et voire même qui vont arroser un peu plus loin. Donc, ils vont envoyer à Canal+, mais aux autres chaînes de télévision. Ouais. Et en fait, janvier 99, vous n'êtes plus à l'antenne, et on s'est fait entendre. Donc, comme quoi, il y avait bien du monde qui vous écoutait, puisque avril 99, vous effectuez votre retour à l'antenne. Bonjour, je suis heureux que la WCW repasse en France. Avec la boîte dont vous avez parlé à la dernière émission Catch Maniac, que nous avons organisé une sorte de pétition qui a porté ses fruits. Et j'aimerais savoir si vous pouvez dire ceci à l'émission. Voilà, c'est fait. David Joie félicite tous les fans qui ont envoyé une lettre à Canal+. Bravo, on en est très heureux. Mais ça, c'est quelque chose. À ce moment-là, Michel et moi, on était excessivement fiers d'être de retour, mais que cette vague-là puisse être entendue par les gens de Canal+. Oui. Et puis, là, honnêtement, au départ, quand on le fait, on se dit, de toute façon, on a déjà fait ça pour la WF, mais on va le faire, on va se faire entendre. Et moi, je me souviens à l'époque, alors je ne sais pas s'ils avaient fait le lien avec moi ou pas, mais quand j'ai Canal+ qui appelle à la maison, qui dit voilà, on voudrait parler aux fans de catch, là, donc on vous annonce que l'émission va revenir. J'étais sidéré. Sidéré. Et puis là, à l'époque, moi j'ai 17-18 ans, c'est un accomplissement. J'avais commencé à échanger avec vous. Donc là, tout de suite, ce que je fais, j'envoie un mail à Marc. Limite, je ne sais même pas comment il a appris le retour, mais je lui dis voilà, je viens d'apprendre que vous serez de retour à l'antenne.
Parce que à ce moment-là, la personne de Canal+, de ce que j'ai compris, à la base, vous aviez signé un contrat de 3 ans. Ouais. Et donc, en fait, il me dit, on va aller à la fin du contrat. Par contre, on ne va pas aller au-delà. Et je pense que vous revenez en avril et déjà à partir d'août, vous avez l'information parce que Marc va annoncer aussi à l'antenne qu'à partir de 2000, le programme sera pas de retour. Par contre, à ce moment-là, on a l'information que la WWF va revenir à l'antenne. OK. Et petite particularité, c'est que nous, en France, on a toujours eu soit la WF, soit la WCW. Ce qui n'était pas le cas, vous, au Québec, puisque sur RDS, vous aviez les deux. Donc d'ailleurs, à l'époque, on parlait de Monday Night War. Je ne sais pas quelles étaient les relations avec Raymond Rougeau et Jean Brassard, mais vous étiez en guerre directe sur le produit. Ouais. Mais on n'a jamais été en guerre comme tel. Là. Bon. Jamais. Donc moi, j'étais plus en guerre avec Michel dans notre propre duo qu'avec les autres duos. Mais moi petite parenthèse, ce qui veut dire, si je comprends bien, la WCW à l'époque pour la France, tout ça, vraiment le noyau, c'était Marc et moi. Il n'y avait rien d'autre. Les gens ils écoutaient à cause de ça. Là. 97, le produit, plus forcément votre duo, et après sur la continuité, oui, clairement. Alors en plus, comme Marc le sait, j'ai pas mal d'archives. Vous étiez les premiers à dénigrer le produit. Il y a un moment donné où c'est pas possible. Il y a même un moment où vous dites c'est dommage, ça s'arrête. Il y a des nouveaux bookers qui vont arriver, puisque la WCW venait de signer Vince Russo et compagnie. Et vous le dites même à l'antenne, c'est dommage que c'était en train de devenir un peu mieux. C'est le. Enfin, on était des précurseurs et des gens qui n'avaient pas de filtre. Non, c'est ça. Ah non, aucun filtre là-dedans. C'est pour ça que d'après moi, c'est à cause. C'est grâce à vous, c'est grâce aux fans. Puis le fait de pouvoir discuter avec vous et non d'être à l'extérieur, puis aucun moyen de vous ne faire. Écoute, juste une parenthèse, il y a même un Belge qui est venu avec sa copine me rencontrer à Montréal. Quand je l'ai vu la première fois, il avait un chandail NWO. Imagine. C'est à ce point-là. Là. Et puis, on rappelle que nous, sur la version française, par rapport à la version RDS, on ne vous voyait pas. Exact. Ça, ouais. Exact. Donc on ne savait pas à quoi vous ressembliez. Et pour terminer, nous, la dernière surprise qu'on va avoir, c'est que la WF, certes, va revenir. Alors, elle ne va pas revenir tout à fait en janvier 2000, mais en février, parce qu'en janvier 2000, Canal+ va diffuser des vieux Nitro de 99 qu'ils n'avaient pas diffusés. Mais par contre, on apprend que la WCW va revenir sur le câble. Donc là, on se dit, c'est super. Pour la première fois, on va avoir la WF sur Canal+ et la WCW sur RTL9. Et le problème, c'est que vous ne faites pas partie du paquet cadeau. Là, pour le coup, les commentaires seront faits en France par un duo, Philippe Chéreau, que les fans connaissent bien, et une autre personne. Et il faudra attendre 2-3 émissions, je crois, pour que Christophe Ajus fasse ses débuts en disant, voilà, si je peux aider au départ, si je peux vous aider sur le nom des prix, parce que les gars, ils ne connaissaient rien, puis finalement, ils vont le garder comme commentateur. Mais quand tu as du talent, ça les dérange, alors ils te retirent. Ou alors, vous étiez trop cher. Mais ils ne l'ont pas fait pour Christophe Ajus, par exemple. Michel, il a une carrière incroyable. Ah, Ajus, ben oui. Ça, je sais, c'est correct. Mais entre toi et moi, regarde, jamais ils ont entendu autant de conneries de la part de deux commentateurs. C'était l'idéal. Ouais, enfin, moi, je pense que c'est l'idéal. C'est pas un show d'humour, là. OK, je sais, mais moi, ça m'a fait quelque chose. Tout ça pour dire, vous êtes arrivé après un produit historique. Vous n'étiez pas les bienvenus. Le produit a séduit. Vous avez séduit. Vous avez été les premiers à créer un lien avec les fans. Et pour ça, encore aujourd'hui, merci. Et si je suis là aujourd'hui, je parle avec vous. Si avec Marc, on a gardé des contacts, c'est parce qu'il y avait aussi cette simplicité et ces échanges. Donc, voilà, ça a été une aventure qui a duré 3 ans pour la France et qui a été géniale pour nous fans. Et ce qui est bien là-dedans, c'est devenu naturel de pouvoir communiquer avec les fans de lutte. C'était naturel. C'est ça que j'ai aimé avec Marc. C'était vraiment chouette avec ça. Là. Messieurs, ça conclut le classique numéro 3 numéro 3 du CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Michel Le Tourneur, merci beaucoup. Avec toi plaisir. Et toute l'équipe qui est derrière toi, qu'on a entendu pendant
toute l'entrevue. Alors, C'est bravo vrai. de recevoir des invités pendant une entrevue. David, toujours merci et on va préparer le classique numéro 4 bientôt pour ceux et celles qui aiment avoir plus que ce qui se passe dans l'actualité du catch. Sur ce, comment on dit ça quand c'est terminé, Michel Le Tourneur? Tu le sais pas. Envoie-nous un préparez-voir en blé, vite. Ah! Préparez-vous à rembler! Bye-bye.